Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on se lance dans un sujet captivant, l'esprit critique. Ah oui, un sujet plus que jamais d'actualité. On a reçu une tonne d'articles et de recherches de votre part, vraiment, merci. Avec plaisir. Qui on va décortiquer tout ça ensemble pour comprendre ce que c'est vraiment l'esprit critique. Ouais, comment ça a évolué, quelles sont les compétences qu'il faut, et surtout comment le développer dans ce monde où on est bombardé d'infos. Exactement, on va vous donner des clés pour l'utiliser au quotidien, des vrais moments. Eureka. Parfait. Avant de plonger au cœur du sujet, on va commencer par définir l'esprit critique. Moi-même, j'avoue que j'ai souvent entendu cette expression, Oui. mais je ne suis pas sûr d'en saisir toutes les subtilités. Vous avez raison de le souligner souvent. L'esprit critique est mal compris. On le confond avec le fait d'être négatif ou de tout critiquer. Ah oui, c'est vrai. Alors que la vraie pensée critique, c'est bien plus que ça. Mhm. Vous aurez une définition plus précise qui pourrait nous éclairer. Oui, bien sûr, le Grand Dictionnaire terminologique du Québec définit l'esprit critique comme l'aptitude de l'esprit humain à analyser et à remettre en question des principes tenus pour acquis. D'accord, ça change tout. Donc ce n'est pas juste critiquer pour critiquer, mais analyser en profondeur et questionner ce qu'on croit savoir. Tout à fait, et c'est là que ça devient passionnant. La pensée critique, c'est ne pas accepter les choses passivement, mais les examiner sous tous les angles, creuser, explorer, confronter nos idées préconçues. Je comprends mieux, mais concrètement, comment on fait pour cultiver cet esprit critique? Est-ce que c'est inné ou est-ce qu'on peut le développer? Excellente question. L'esprit critique n'est pas inné, c'est une aptitude qu'on peut développer et affiner toute sa vie. Et pour mieux comprendre, moi je vous propose un petit voyage dans le temps. Ah, j'adore les voyages dans le temps. Racontez-moi. Eh bien, l'esprit critique a des racines profondes dans l'histoire de la pensée. Remontons à la Grèce antique avec Socrate. Socrate, le philosophe qui posait des questions sans arrêt. Exactement. Et Eututrate avait sa méthode, la méiotique, qui consistait à accoucher les esprits par le questionnement. Il ne se contentait pas de donner des réponses toutes faites. Non. Il voulait que les gens réfléchissent par eux-mêmes, remettent en question leurs certitudes, explorent de nouvelles perspectives. C'est fascinant. Alors, Socrate, c'était un peu un coach en pensée critique avant le revaux. Oui, on peut le voir comme ça. Et son influence a été énorme. Son disciple Platon a continué cette quête de la vérité en distinguant le monde des apparences accessibles par les sens du monde des idées accessibles par la raison. Donc, pour Platon, il ne fallait pas se fier uniquement à ce qu'on voit ou ressent, mais aller au-delà, utiliser sa raison pour comprendre le monde. Exactement. Et puis, il y a Aristote, un autre géant de la philosophie, qui a vraiment structuré la logique, le raisonnement avec son organon. C'est un ensemble d'ouvrages qui analysent les arguments, les sophismes et les erreurs de logique. On peut dire que ces penseurs grecs ont posé les bases de l'esprit critique il y a plus de 1000 ans. Incroyable. Mais est-ce que l'histoire s'arrête là? Non, bien sûr. L'esprit critique a évolué à travers les siècles, avec des contributions majeures au Moyen Âge, à la Renaissance, et surtout aux Lumières. Les Lumières, cette période où la raison était mise à l'honneur. Oui, précisément. Au XVIIIe siècle, des penseurs comme Voltaire, Diderot ou Socan ont mis l'esprit critique au cœur du projet des Lumières qui voulait libérer l'humanité de l'obscurantisme et de la superstition. C'est intéressant de voir comment l'esprit critique a joué un rôle si important dans l'histoire, mais revenons à notre époque concrètement. Quelles sont les compétences clés de cet esprit critique tant recherché? Imaginez l'esprit critique comme une boîte à outils. D'accord. Dedans, vous avez plusieurs instruments essentiels. J'aime bien cette image. Quel est le premier outil dans cette boîte à outils? Le premier outil, c'est l'analyse. C'est décortiquer un problème, une information, un argument pour en comprendre les composantes, les nuances, les implications comme un détective qui examine une scène de crime à la recherche d'indices. Intéressant. Et l'outil suivant. Le deuxième outil, c'est l'évaluation des sources dans un monde où l'information circule si vite. C'est crucial de savoir d'où vient l'information qui les diffuse, avec quelle intention et quelles sont les preuves. Oui, on est constamment bombardé d'informations. On peut facilement se laisser emporter par le flot sans se poser de questions. Exactement. L'esprit critique, c'est prendre du recul, examiner les sources, vérifier les faits, comparer les points de vue avant de se forger une opinion. Donc en gros, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. Disons qu'il faut être prudent et exercer son esprit critique avant de partager ou de réagir à une information. Et quel est le troisième outil dans notre boîte à outils? Le troisième outil, c'est le raisonnement à la fois déductif et inductif. Déductif et inductif. C'est quoi la différence, Laurent? Le raisonnement déductif part de principes généraux pour arriver à des conclusions spécifiques. Par exemple, si tous les hommes sont mortels et que Socrate est un homme, alors Socrate est mortel.
Ah, d'accord. C'est comme un puzzle logique où chaque pièce s'emboîte parfaitement. Exactement. Le raisonnement inductif, lui, part d'observations spécifiques pour formuler des hypothèses générales. Par exemple, si j'observe que tous les signes que j'ai vus sont blancs, je peux penser que tous les signes sont blancs. Je vois la différence, mais attention, mon prochain signe pourrait être noir. Tout à fait. Le raisonnement inductif est basé sur des probabilités, pas sur des certitudes absolues. C'est pour ça qu'il faut rester ouvert à de nouvelles informations qui pourraient remettre en question nos hypothèses. D'accord, c'est clair. Et quel est le prochain outil dans notre boîte à outils? Le quatrième outil, c'est la pensée systémique. La pensée systémique, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à voir les liens entre les différentes parties d'un système, comprendre comment les choses s'influencent mutuellement, avoir une vision globale des problèmes. Donc, au lieu de s'attaquer aux symptômes, on essaye de comprendre les causes profondes des problèmes en prenant en compte tous les facteurs en jeu. Exactement. La pensée systémique nous permet d'éviter les solutions trop simples et de proposer des solutions plus durables et plus efficaces. Intéressant. Et le dernier outil de notre boîte à outils, Le dernier outil, et pas des moindres, c'est la métacognition. la métacognition. C'est quoi encore ce truc barbare? Ne vous inquiétez pas, le mot fait peur. Mais le concept est simple, la métacognition, c'est réfléchir sur ses propres processus de pensée. Ah d'accord, c'est comme si on observait notre cerveau en train de fonctionner mollo. Oui, c'est une bonne image. La métacognition nous permet de prendre conscience de nos biais cognitifs, de nos erreurs de raisonnement, de nos points forts et de nos points faibles. Donc c'est un outil pour mieux se connaître soi-même et pour améliorer sa façon de penser. Exactement. La métacognition est essentielle pour développer son esprit critique et pour prendre des décisions plus éclairées. Waouh, on a déjà vu pas mal d'outils. J'imagine qu'il y a encore beaucoup à dire sur l'esprit critique. Oui, bien sûr. On a exploré les bases, mais il reste encore beaucoup à découvrir dans la prochaine partie de notre Deep Dive. On va se pencher sur les aspects plus pratiques de l'esprit critique avec des exemples et des techniques pour le développer au quotidien. Génial, Eben. J'ai hâte d'en savoir plus. En attendant, on se retrouve très vite pour la suite de notre exploration de l'esprit critique. À très bientôt. Alors, on reprend notre exploration de l'esprit critique. Vous savez, en préparant cette émission, j'ai été frappé par l'importance de l'esprit critique dans le monde pro. Ah oui. Oui, figurez-vous qu'une étude du Forum économique mondial a classé l'esprit critique parmi les 5 compétences les plus recherchées par les employeurs. Elle devance même certaines compétences techniques. C'est logique, en fait. Dans un monde du travail en constante évolution, les entreprises ont besoin de gens capables d'analyser, de trouver des solutions, de prendre des décisions, même sous pression. Tout à fait. Et ça va au-delà des postes de direction. L'innovation, par exemple, dépend beaucoup de l'esprit critique pour innover. Il faut pouvoir identifier le problème, remettre en question les idées reçues, imaginer de nouvelles solutions. C'est vrai. Et la gestion des risques aussi, c'est un autre domaine où l'esprit critique est crucial. Anticiper les problèmes, évaluer les options, prendre des décisions qui minimisent les risques, c'est essentiel pour la réussite d'une entreprise. Absolument. Mais l'esprit critique ne se limite pas au monde professionnel. Il est tout aussi important dans la vie de tous les jours. Oui, par exemple, comment est-ce que l'esprit critique peut nous aider à gérer le flot d'informations qu'on reçoit chaque jour? Imaginez, vous lisez un article sur les réseaux sociaux qui annonce une nouvelle révolutionnaire sans esprit critique. On risque de gober l'information sans se poser de questions. On devient des moutons. Exactement. L'esprit critique permet de prendre du recul, d'analyser l'information, de vérifier les sources, de comparer les points de vue et de former sa propre opinion. Donc l'esprit critique nous rend plus autonomes, plus responsables. Précisément. Et cette autonomie de pensée est fondamentale, surtout dans une société démocratique. Comment participer à la vie démocratique sans esprit critique? C'est impossible. Il faut pouvoir décoder les discours politiques, analyser les programmes, évaluer les enjeux et prendre des décisions lors des élections. Et il faut savoir débattre, respecter les opinions différentes, argumentées. Tout à fait. Et n'oublions pas l'importance de l'esprit critique face à la désinformation, fake news théorie, du complot manipulation. Tout ça peut influencer nos opinions et nos comportements. C'est vrai, avec toutes ces infos, on ne sait plus à qui faire confiance. L'esprit critique devient notre boussole. Exactement. Il faut apprendre à vérifier les sources, identifier les biais, analyser le contexte, croiser les informations, ne pas prendre tout pour argent comptant. C'est un travail de tous les instants. Oui, c'est un effort continu. Mais c'est essentiel pour préserver notre liberté de penser et d'agir. On a beaucoup parlé des avantages de l'esprit critique, mais est-ce qu'il y a des limites, des dangers? C'est une question intéressante. Ah. Est-ce qu'on peut être trop critique? Oui, c'est possible. Un excès de scepticisme peut nous empêcher de voir le positif ou de faire confiance aux autres. On risque de devenir cynique. Oui,
Il faut trouver un équilibre entre le doute et la confiance, l'esprit critique et l'ouverture d'esprit. Et puis l'esprit critique mal utilisé peut devenir un outil de manipulation. Ah oui, comment ça? Certaines personnes utilisent des arguments fallacieux, des sophismes, pour manipuler. Il faut savoir les reconnaître. Non, l'esprit critique, c'est bien, mais il ne faut pas tomber dans l'excès, ni se laisser manipuler. Exactement. L'idéal, c'est de cultiver l'esprit critique avec discernement en l'alliant à d'autres qualités, l'empathie, la bienveillance, le respect des autres, même quand on n'est pas d'accord. Vous avez parlé de l'écoute active comme étant un élément clé de l'esprit critique. Pouvez-vous nous expliquer le lien? Bien sûr, l'écoute active, ce n'est pas simplement entendre ce que l'autre dit, c'est essayer de comprendre son point de vue, ses motivations, ses émotions, se mettre à sa place sans jugement, sans l'interrompre, sans vouloir imposer son opinion. Donc l'écoute active permet de sortir de sa bulle et de s'ouvrir aux autres vrais. Exactement. Elle permet de confronter ses idées à celles des autres, ce qui est essentiel pour développer son esprit critique. Quand on écoute pour répondre, on rate l'occasion d'apprendre et de se remettre en question. Tout à fait. L'écoute active nous oblige à analyser nos arguments, à identifier nos biais, à remettre en question nos certitudes, elle nous aide à développer notre flexibilité mentale et à construire des arguments plus solides. En plus de nous aider à mieux penser, l'écoute active nous permet de mieux communiquer, de créer des relations plus authentiques. Absolument, dans un monde de plus en plus polarisé, l'écoute active est essentielle pour construire des ponts, c'est un antidote à la division. Parlant de communication, on ne peut pas ignorer l'importance du langage non verbal dans l'écoute active. On a déjà mentionné quelques signes, mais il y en a tellement d'autres. Oui, le langage corporel est fascinant. C'est un livre ouvert. Il peut confirmer ou contredire nos paroles, révéler nos intentions, influencer la perception. Quels sont les signes qui montrent qu'on écoute attentivement? Le contact visuel est essentiel. Un regard direct sans insister montre qu'on est présent. La posture aussi, une posture ouverte, tournée vers l'interlocuteur. Les bras et les jambes décroisés indiquent qu'on est réceptif. Et à l'inverse, les bras croisés, le corps tendu, ça donne l'impression qu'on est fermé. Exactement. Les expressions du visage aussi, sourire, des hochements de tête, des sourcils levés, tout cela crée un climat de confiance. Il y a aussi les gestes chaud de la tête, pencher la tête, utiliser les mains. Oui, tous ces signes renforcent l'impact et montrent qu'on est à l'écoute. Mais attention, le langage non verbal varie d'une culture à l'autre. Ce qui est un signe d'écoute ici peut être différent ailleurs. Exactement, il faut être conscient de ces différences pour éviter les malentendus, par exemple dans certaines cultures. Regarder quelqu'un dans les yeux est impoli. Donc même dans l'écoute active, il faut faire preuve d'esprit critique et tenir compte du contexte. Tout à fait. L'écoute active, ce n'est pas juste une technique, c'est une attitude si on écoute pour répondre, pour convaincre. Ce n'est pas de l'écoute active. L'écoute active, c'est écouter avec le cœur, avec l'intention de comprendre, de respecter, d'aider à s'exprimer. Précisément, c'est une attitude qui demande de l'humilité, de la patience et une volonté de se connecter. Et cette connexion est essentielle dans un monde de plus en plus individualiste. L'écoute active, c'est un outil puissant pour des relations plus authentiques. Absolument, elle permet de sortir de sa bulle, de s'ouvrir, de grandir et de contribuer à un monde plus harmonieux. C'est un art de vivre. Tout à fait. Maintenant, passons à un autre aspect de l'esprit critique, les défis et les opportunités du monde numérique. Le monde numérique, un terrain de jeu fascinant, mais aussi un champ de mine pour l'esprit critique. C'est le paradoxe d'un côté, il nous donne accès à une quantité d'informations incroyable, des sources diversifiées, des outils de recherche. De l'autre côté, il nous expose à la désinformation, aux fake news, aux manipulations, aux algorithmes qui nous enferment. C'est un vrai défi comment naviguer, comment démêler le vrai du faux. Il faut développer des compétences qu'on appelle la littératie numérique. La littératie numérique, c'est quoi? C'est l'ensemble des compétences qui nous permettent de comprendre les messages médiatiques, les mécanismes de la désinformation, de vérifier les sources, d'analyser le contexte, d'évaluer la crédibilité. C'est un code de la route pour Internet. Exactement. Et il faut aussi être conscient des biais algorithmiques, ces mécanismes qui filtrent l'information qu'on voit en ligne. Ces biais nous enferment dans des bulles où on ne voit que ce qui confirme nos opinions. Oui, c'est ça, danger. On renforce nos biais et on perd de vue la réalité. Il faut redoubler d'esprit critique, diversifier nos sources, sortir de notre zone de confort. Le monde numérique, ce n'est pas que du négatif. Il offre aussi des opportunités pour l'esprit critique. Bien sûr, il nous donne accès à des outils de recherche, de vérification, de collaboration qui peuvent nous aider à mieux penser, à mieux comprendre, à prendre des décisions. On peut utiliser des moteurs de recherche pour vérifier des outils de fact-checking, des forums de discussion. Oui, et on peut suivre des experts, des journalistes, des scientifiques sur les réseaux sociaux. Le monde numérique nous offre des outils à condition de les utiliser de manière responsable. Donc le monde numérique est un terrain de jeu, mais il faut être vigilant.
Exactement. C'est à nous de choisir comment on navigue, de manière passive ou active. L'esprit critique est plus que jamais nécessaire. C'est un outil pour naviguer dans ce monde, prendre des décisions et construire une société plus juste. Et ce n'est pas réservé à une élite. L'esprit critique est accessible à tous, à condition de le cultiver avec patience, humilité, curiosité et la volonté de s'améliorer. C'est un voyage qui ne se termine jamais et chaque pas nous rend plus libres, plus forts, plus responsables. L'esprit critique, c'est la clé d'une vie plus riche, plus authentique. On a exploré les multiples facettes de l'esprit critique, de ses racines historiques à son importance dans le monde numérique, mais comment on fait concrètement pour le développer, cet esprit critique? Y a-t-il des méthodes, des exercices pour aiguiser notre jugement? Ah ouais, absolument. Il existe plein de techniques et d'outils pour muscler notre esprit critique. Certaines sont très anciennes, d'autres plus modernes, mais toutes visent à nous faire penser plus clairement, plus rigoureusement. Par exemple. Donnez-nous des exemples concrets. Prenons la méthode des matrices décisionnelles, c'est un outil formidable pour analyser les options face à un problème complexe. Des matrices décisionnelles, comment ça marche? Follow. Imaginez un tableau d'un côté, les options possibles de l'autre, les critères importants pour la décision, chaque critère a un poids. Et on note chaque option, pour chaque critère on additionne. Et l'option avec le score le plus élevé est la meilleure. Ah d'accord, c'est une manière très structurée et rationnelle de prendre une décision. On n'est pas influencé par ses émotions. Exactement, et ça nous oblige à identifier les critères, à analyser, à prendre du recul. C'est utile pour les décisions importantes, choisir une carrière à investir ou même choisir un resto. Tout à fait. Et il existe d'autres outils comme les checklists, par exemple le CRAPO test, qui sert à évaluer la crédibilité des sources d'information. Le CRAPI Test, c'est quoi ce nom bizarre? C'est un acronyme pour Currency Relevance, Authority Accuracy et Purpose Actualité, pertinence autorité, exactitude objectif. On se pose 5 questions pour évaluer la fiabilité d'une source. Dites-moi quelles sont ces questions. La première, est-ce que l'info est récente? Est-elle encore actuelle? La deuxième, est-elle pertinente? La troisième, qui est l'auteur? Est-ce une source crédible? La quatrième, est-ce que les faits sont exacts? Y a-t-il des erreurs? Et enfin, la cinquième, quel est l'objectif? Informer, persuader, vendre. C'est intéressant. C'est simple mais efficace pour éviter de se faire piéger. On devrait l'enseigner à l'école. Je suis d'accord. Et il y a d'autres méthodes comme la zététique qui utilisent les principes de la science pour examiner des affirmations extraordinaires, les phénomènes paranormaux ou les théories du complot. La zététique, je n'avais jamais entendu ce mot. C'est l'art du doute, de la vérification, de la recherche de preuves. On ne croit pas sur parole, on veut des preuves. On devient un Sherlock Holmes de l'information. Exactement, et ça permet de démonter les mythes, les fausses infos. C'est un antidote à la crédulité. Génial. Et y a-t-il d'autres techniques pour développer l'esprit critique? Oui, par exemple, les exercices de contrefactualité. Contrefactualité, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice mental. On imagine des scénarios alternatifs à un événement passé, par exemple. Que se serait-il passé si Hitler avait gagné la guerre ou et si j'avais choisi une autre carrière? C'est comme jouer au jeu des scies. Exactement. C'est stimulant pour l'esprit critique car ça nous oblige à sortir de notre vision de l'histoire, à comprendre les causes et les conséquences. On prend conscience que l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Tout à fait. Et cet exercice nous aide à développer notre flexibilité mentale, notre capacité à imaginer, à anticiper. C'est fascinant. Mais j'imagine qu'il y a aussi des obstacles. On n'est pas des machines à penser. Vous avez raison, notre cerveau est parfois notre pire ennemi. On a parlé des biais cognitifs. Ces erreurs de jugement, il faut en être conscient. Oui, on a tendance à croire ce qui confirme nos opinions, à se laisser influencer par nos émotions. Exactement. Et il y a d'autres obstacles, la fatigue décisionnelle. Quand on est fatigué, on a moins d'énergie pour analyser et décider. C'est fait qu'on est épuisé, on suit le courant. Oui, notre cerveau a besoin de repos, il faut s'accorder des pauses, se déconnecter. C'est précieux comme conseil. On oublie souvent. Et il y a un autre obstacle majeur, le conformisme social. On a peur de sortir du rang, de penser différemment, de risquer le rejet. On veut être accepté, appartenir à un groupe. Oui, c'est un besoin, mais le conformisme peut nous empêcher de penser, de remettre en question. On se conforme sans s'en rendre compte. Exactement. Il faut du courage, oser penser différemment, défendre ses idées. L'esprit critique, c'est aussi une question de courage d'intégrité. Tout à fait, c'est un combat contre la paresse, la pensée unique, la manipulation. Un combat qui en vaut la peine. L'esprit critique est la clé d'une vie plus riche, plus libre, plus authentique. Il nous permet de comprendre le monde, de prendre des décisions, de construire une société meilleure. Je suis d'accord, l'esprit critique est un cadeau précieux à s'offrir et à transmettre.
Merci beaucoup pour cette plongée dans l'esprit critique. J'espère que nos auditeurs ont appris autant que moi. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. Et à tous nos auditeurs, n'oubliez pas à continuer à explorer, à questionner, à apprendre à partager l'esprit critique, se nourrit de curiosité, de courage, d'ouverture d'esprit. À bientôt pour de nouvelles aventures sur The Deep Dive.